Nous sommes avec Éric Nolot. Bonsoir, mon cher Éric. Bonsoir, Laurence, bonsoir à tous. Avec Alain Bauer, qui nous fait le plaisir d'être là. Bonsoir, mon cher bonsoir. Alain. Votre dernier livre, c'est Conspiration au Vatican, une mission de l'agence Mozart. Mais vous avez écrit beaucoup aussi sur l'Ukraine, l'agence Mozart, opération Zelensky. On va revenir sur la situation internationale avec notre cher Gauthier Lebret qui vient d'arriver. Bonsoir, Laetitia Guinan, journaliste. Bonsoir, Laurent. Éric Revel. Alain Bauer, la guerre en Ukraine peut-elle se résoudre là dans les prochaines heures? Il semblerait que les choses avancent assez vite. On va juste écouter Donald Trump qui estime qu'on n'a jamais été aussi proche d'un accord. Et je vous passe la parole ensuite. Cette guerre n'aurait jamais dû éclater, mais elle a éclaté. Et nous essayons de trouver une solution. C'était le problème de Biden. Nous essayons de parvenir à un accord. Et je pense que nous sommes plus près du but aujourd'hui. Et ils vous diront aussi qu'ils sont plus près du but aujourd'hui. Nous avons eu de nombreuses conversations avec le président russe Vladimir Poutine. Et je pense que nous sommes plus proches aujourd'hui que nous n'avons jamais été. Est-ce que l'optimisme américain est réaliste, Alain Bauer? Le président Trump a la capacité de mettre fin à la guerre en supprimant le soutien indispensable des États-Unis à l'Ukraine que personne ne peut remplacer. Je dis bien personne, en coalition, en volontaire, en ce qu'on veut. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre interlocuteur. Pour l'instant, nous sommes dans une situation tout à fait inédite si on passe notre temps à négocier avec nous-mêmes. C'est-à-dire que les États-Unis négocient avec l'OTAN, qui négocient avec les Européens, qui parlent aux Ukrainiens, voilà. Qui à la fin se mettent d'accord sur une proposition qui sera rejetée par Vladimir Poutine, puisque tout le monde sait que Vladimir Poutine veut ce qu'il veut depuis le début et il est d'une cohérence absolument parfaite. Il veut le petit bout de Donetsk qu'il n'a pas eu, avec quelques éléments complémentaires. Mais l'essentiel, c'est je veux ma victoire telle que j'ai dit que je voulais ma victoire, c'est-à-dire l'intégration dans la Russie de tout ce que j'ai indiqué comme étant désormais russe. Voilà. Bon. Et on a déjà été très très près d'un accord, au plus près avec l'accord de l'émissaire russe qui s'appelait Monsieur Kozak, ça ne s'invente pas. Il y a 3 ans, avec des négociations qui étaient allées extrêmement loin. Et quand Vladimir Poutine dit non ou rien, et pour l'instant il dit non ou rien, eh bien, ça ne veut pas dire oui. Et il y a aussi cette déclaration de former une espèce de force internationale oui, mais qui serait présente en Ukraine. Ça a l'air de braquer le Kremlin. Oui, la finule, les forces intérimaires des Nations Unies, ici les casques bleus, les casques blancs, les casques, on peut les mettre de toutes les couleurs. Mais là aussi, les garanties de sécurité que demande l'Ukraine ont déjà été signées par la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne au moment de l'indépendance de l'Ukraine. Et lorsque la Crimée a été réinvestie par les Russes, les Américains et les Anglais ont oublié les garanties qu'ils avaient données en signant ce qu'on appelait le mémorandum de Budapest. Alors, les Russes aussi, entendons-nous bien. Mais on ne s'attendait pas à ce que, par exemple, les Anglais, qui sont quand même qui étaient les plus vates en guerre et qui ont été d'ailleurs à l'origine de la non-signature, des propositions d'Istanbul, qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux 28 points de la proposition de Donald Trump, mais 3 ans de guerre en plus, avaient oublié les garanties qu'ils avaient données. Donc, on est bien dans un espèce de faux semblant. Ça se négociera in fine entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Ça a failli se faire à Anchorage, vraiment. Ça a failli se faire, mais le problème est le petit morceau, les 25% du territoire de Donetsk. Alors, il faut savoir que la proposition qui a été faite de glaciation, de finlandisation, de neutralisation de Donetsk apparaissait comme acceptable, je dis bien acceptable, pas accepté par Moscou, mais ne l'a jamais été formellement. On dit c'est une avancée, c'est un progrès, peut mieux faire. Mais rien de plus, hélas. Écoutons, et puis pensons aussi ce que ça peut impliquer aussi pour nous, tous nos autres Français. Écoutons Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, qui était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk dans la grande interview CNews Europe 1. L'intérêt de la France, c'est la paix en Ukraine. Face à la Russie. Tous, c'est la paix, non ? Bien sûr que il y a un agresseur. La Russie a agressé l'Ukraine. Bien sûr qu'il fallait aider l'Ukraine pour éviter qu'elle ne s'effondre. C'est ce que nous avons fait. Mais l'objectif stratégique, vous savez, la stratégie, c'est important. La stratégie, c'est ce qui gagne les guerres. La tactique gagne les batailles. Mais ça ne suffit pas de gagner les batailles. Il faut gagner la guerre. Et là, en l'occurrence, la seule stratégie utile pour la France, c'est la paix. Une paix qui soit juste, sur les territoires en particulier, et qui soit durable, avec des forces de garantie qui garantissent que la Russie ne va pas recommencer à envahir l'Ukraine ou d'autres pays limitrophes. Gauthier Lebret, il y a une vraie inquiétude aujourd'hui autour de cette situation en Ukraine, inquiétude des Français qui se disent, au fond, ce que nous disait le chef d'état-major des armées il y a quelques jours, c'est-à-dire qu'il faut être prêt à perdre vos enfants, c'est à peu près ce qui peut se passer.
Alors, il a dit ça, effectivement. Il a jamais parlé de l'Ukraine, pour être très honnête. Il parlait si la Russie entrait dans un pays balte, ou pourquoi pas en Pologne, là, la France répliquerait et donc entrerait en guerre aux côtés des alliés pour répliquer face aux Russes. Évidemment que cette phrase a fait peur. Évidemment qu'il y a une stratégie comme cela, parce que ça s'est fait dans une longue séquence où ça commençait à Villacoublay avec les Rafales qu'on vendait soi-disant aux Ukrainiens, alors qu'on n'a pas les moyens de les fournir aussi rapidement et que les Ukrainiens n'ont plus un centime pour les payer. Ensuite, il y a effectivement eu les propos du chef d'état-major qui ont créé de la panique chez les Français, c'est certain, même s'ils parlaient pas de l'Ukraine. Et enfin, je vous rappelle, il y a eu le kit de survie pour bien clôturer la semaine en cas de conflit armé ou d'épidémie, etc. Donc, évidemment que tout cela était une séquence avec la stratégie de la peur qu'on peut reprocher à l'Élysée. Ceci étant dit, c'est pas la première fois que Donald Trump dit qu'on est très proche d'un accord et qu'on n'a jamais été aussi proche d'un accord. C'était le cas quand il a reçu Vladimir Poutine en Alaska. C'était le cas quand il faisait la campagne pour être réélu. Il devait régler le conflit en 15 jours. Donc, on voit bien que ça s'enlise quand même. Il n'y a jamais eu la rencontre Poutine-Zelensky. Zelensky était prêt à un moment donné. Poutine lui a répondu d'accord, mais à Moscou. On ne peut pas dire que les garanties de sécurité pour Volodymyr Zelensky étaient réunies si on lui propose une réunion à Moscou. Et puis, il y a la volonté de la paix ou l'absence de volonté de la paix. C'est-à-dire que c'est certain que c'est Trump qui a imposé le narratif de la paix aux Européens qui n'en parlaient pas avant son retour à la Maison-Blanche. Enfin, je suis absolument pas certain que Vladimir Poutine souhaite la paix. Et évidemment, ensuite, il y a Volodymyr Zelensky qui veut pas concéder l'entièreté des territoires conquis par les Russes et qui est aussi enlisé dans son pays dans un grand scandale de corruption où il y a certains de ses plus proches qui ont dû démissionner parce qu'on les accuse d'avoir détourné l'aide internationale. Donc tout ça vous fait une photographie très compliquée, très complexe, et personne, à mon avis, peut s'engager en disant il y a la paix dans les 48 prochaines heures, les 2 semaines à venir, etc., ou avant Noël. Éric Revel, elle est à côté, la paix. Je me demande si le maillon faible de toute cette séquence-là a son corps défendant, parce qu'il aura fait beaucoup de choses, c'est pas Zelensky lui-même. Parce qu'en réalité, à chaque fois, par exemple, que Trump rajoute une louche pour cet éventuel accord de paix, par exemple, je pense à la tenue d'élections, ce qui paraît quand même problématique dans un pays en guerre de tenir des élections, Zelensky dit pourquoi pas, on peut essayer. Alors on explique qu'en interne il n'est pas du tout populaire, que les sondages disent qu'il serait battu. Là il vient de demander une trêve de Noël à Poutine qu'il a refusé. Moi j'ai l'impression que Zelensky est plus, alors pour des raisons de corruption aussi à l'intérieur de son gouvernement, mais n'a jamais été aussi fragilisé. Et je me demande si c'est pas lui qui fera en fait les frais d'un accord de paix parce qu'il est fragilisé, parce que son gouvernement a été corrompu, parce qu'il accède à toutes les demandes en gros que lui mettent sur la table et Trump et Poutine lui refuse. Non mais je me demande si c'est pas en fait lui qui maintenant va être dans le, si j'ose dire, dans le viseur. Alain Bauer, qu'est-ce que vous en pensez, Alain Bauer? Historiquement, le général de Gaulle a gagné la guerre, perdu les élections. Winston Churchill a gagné la guerre, perdu les élections 2 fois de suite. Il n'y a pas eu d'élection en Grande-Bretagne pendant 8 ans ou 10 ans. C'est un pays hautement démocratique. Donc tout ça ne sont que des prétextes. La question est comment convaincre Vladimir Poutine que le moment est venu de s'arrêter. Le problème de Vladimir Poutine aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis, c'est sa banque centrale, dont je salue la gouverneure, Madame Nabiulova, qui mérite le prix Nobel d'économie pour avoir sauvé l'économie russe, l'avoir transformée, mais elle est à sec. De par ses propres documents. Le Premier ministre Mikostian explique qu'il n'a pas assez d'argent pour financer l'effort de guerre, ne serait-ce que l'effort de guerre. Il lui manque 10 à 15% de monnaie. La Russie vend son or et désormais libelle ses achats sur le marché international pour financer sa dette en yuan. C'est-à-dire, elle se fait financer par les Chinois. D'accord. Et ça n'est pas secret, hein. Tout ceci est librement confirmable, vérifiable sur les sites russes officiels. Donc, il y a un moment où l'attrition, la durée, la perte, la fin des moyens financiers, ils ne payent plus les retraites, ils ne sont plus en mesure de payer les frais sociaux, et ils ne payent plus la prime aux soldats morts. Donc il y a un problème qui est réel, plus un copec, comme on dirait. Et donc cette question, elle pèse autant chez Vladimir Poutine, qui a quand même aussi une réalité intérieure, même si elle est invisible, inaudible, mais à la fin du mois, il y a quand même une fin du mois. Et ce problème existe. Ils ont tous besoin que ça s'arrête, tous. Mais il faut qu'il y ait une victoire pour Vladimir Poutine, et donc c'est celui qui s'arrêtera le dernier. Donald Trump a compris ça.
le président Zelensky l'a compris aussi. Il sait que globalement, il sera peut-être le vainqueur du cessez-le-feu. Ce ne sera pas le vainqueur de la guerre, puisqu'il l'a perdu, au sens des territoires qu'il ne récupérera pas. Et tout le monde a compris que les territoires ne seront jamais récupérés. Ça sera la Corée du Nord contre la Corée du Sud, un cessez-le-feu qui durera peut-être 50 ans, qu'il n'y aura jamais de paix. Voilà. La question, c'est où se situe la ligne d'arrêt des combats. Il faut pour cela que la question de Donetsk soit résolue. La proposition de la finlandisation, de la neutralisation et de la glaciation était une excellente proposition. Elle permettait à tout le monde de sortir, mais elle ne suffit pas à Vladimir Poutine, car jusqu'à présent, il n'y a pas eu le signal venu de Moscou que cette proposition était acceptée. Ils ont juste dit qu'elle était discutable, ce qui est toujours mauvais signe, comme ceci vient d'être rappelé juste avant moi.